Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur Cazogade, merci pour cette invitation. Monsieur Godot, merci aussi pour la confiance qui a été la vôtre ces dernières années, au moment où nous avons commencé à réfléchir ensemble. Je vous remercie donc pour cette invitation et je vais me présenter rapidement. Donc, Patrick Maléa de la société Axelis. Axelis est une PME 100% française qui historiquement est partie du monde de l'imagerie et aujourd'hui opère la télémédecine en France dans un certain nombre de régions. À titre d'exemple, pour montrer la réalité, je dirais, de cette activité, nous avons aujourd'hui en quelques années à peu près 250 000 patients qui ont été pris en charge grâce à des procédures de télémédecine en Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce que je souhaite partager avec vous finalement, c'est un élément clé. C'est à quoi ça sert? Et deuxièmement, oui, l'avenir de la télémédecine se conjugue non pas au temps des technologies, mais surtout au temps de l'évolution des pratiques médicales. Alors, je voudrais commencer cette conférence en vous disant un premier point qui me semble majeur, c'est que s'est-il passé? Il s'est passé que dans notre vie quotidienne est intervenu un mouvement qui nous a fait largement tout digitaliser. Et aujourd'hui, c'est un facteur clé du développement de la télémédecine, de la e-santé et de toutes les procédures utilisant les technologies de l'information et de la communication, parce que nous avons la particularité de ne plus avoir besoin de graver des disques ou de faire un certain nombre de choses, mais simplement d'accéder à des contenus que l'on peut largement partager. Et je crois qu'en revenant sur ce concept-là, qui est très basique, on touche du doigt un élément essentiel qui concerne aujourd'hui l'évolution des pratiques médicales ou des pratiques soignantes, c'est que nous pouvons très largement maintenant partager des éléments, des photos, du son, de l'image, et à partir de là, essayer de former un avis, un diagnostic, apporter une expertise. Voilà quand même le principe de base qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation quasi, je dirais, unique, et qui fait que l'essentiel des éléments que vous avez mis en œuvre dans vos pratiques professionnelles sont maintenant très largement donc numériques et digitalisés. Cette idée de partage a permis très largement donc le développement de la e-santé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien retrouver à chaque fois cette logique qui est que la e-santé, c'est certes un ensemble de moyens technologiques, mais orientés vers un but. Et le but que nous allons essayer de trouver et de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est un but d'amélioration de la qualité du service rendu aux patients, mais aussi de la qualité qui est donnée aux professionnels de pouvoir travailler autrement. Un des enjeux que nous aurons sûrement à discuter au cours de cette journée, c'est travailler autrement, pourquoi pas, mais travailler autrement, comment gagner sa vie? Et ça, c'est un sujet que nous devrons, je dirais, très largement continuer à développer, car aujourd'hui, un des freins au développement de ces nouvelles pratiques, c'est bien souvent un enjeu non pas tant d'objectivation de la qualité du service rendu, mais aussi de pouvoir rendre possible ce type de comportement ou d'activité professionnelle. Alors quand on parle aujourd'hui de e-santé, et vous avez vu dans le titre de cette conférence d'introduction, on parle de tas de choses très différentes. Je ne sais pas si tout le monde arrive bien à lire, mais vous avez une espèce de monde qui s'est développé avec de nouveaux espaces. En particulier, on pourra s'attacher, et vous allez avoir tout à l'heure des conférences sur ce sujet-là, sur des phases dites de collaboration. Comment je peux réaliser une activité au moment où moi je me trouve sur un site A et éventuellement l'expert qui m'est nécessaire pour pouvoir définitivement prendre un avis, prendre une décision médicale se trouve sur un autre site. Mais vous avez aussi, grâce à cette capacité qu'offre le numérique, la possibilité, et on le verra un petit peu plus tard, d'écouter des tas de choses qui se passent et qui nous permettent d'entendre finalement ce que nous avons des fois beaucoup de mal à entendre en matière d'éléments de diagnostic. Donc vous avez là une représentation, donc je passerai sur des sujets historiques comme l'imagerie. Je m'arrêterai plus volontiers sur la notion de capteur et en particulier de capteur porté, puisqu'on voit aujourd'hui se développer cette capacité à observer, je dirais plus finement, les signes de détérioration d'un état de santé. La gamification, qui peut être un moyen aussi d'essayer de favoriser cet empowerment, cette motivation à essayer d'être beaucoup plus observant, essayer d'avoir ces consignes que l'on a vues tout à l'heure dans le petit film qui permettent de s'engager, je dirais, de façon plus volontariste dans une logique de prise en charge. Et puis, pour terminer, le big data, c'est-à-dire vraiment le fait non pas tant d'accumuler des données, mais de pouvoir refonder la décision à partir de l'ensemble de ces données. Alors, premier domaine sur lequel je souhaitais essayer de bien positionner cette conférence,
c'est que nous ne sommes pas dans un monde où seule la technologie existe. L'apprentissage que nous venons de vivre ces dernières années, au croisement des disciplines médicales, sanitaires, sociales, même sur certains aspects, et du monde des technologies de l'information et de la communication, c'est ce que nous connaissons par ailleurs dans ce qui est né au XIXe siècle, qui est le génie biomédical. Même s'il s'est très largement renforcé dans les années 1930-1950, mais il y a toujours eu cette culture du regard ingénieur dans le monde médical. Et nous n'avons pas aujourd'hui une originalité particulière. Nous continuons à construire ensemble, puisque je suis un ingénieur, nous continuons à construire ensemble des solutions qui vont mêler très largement des éléments technologiques appliqués à un usage professionnel en matière de santé. Et donc, si vous retrouvez ici un certain nombre de points, nous pourrons, dans quelques années, rajouter un certain nombre de points à cette liste. Mais la bioélectricité, l'électromagnétisme, où je suis un ingénieur en matériaux, le verre a été une révolution importante dans les pratiques médicales et les pratiques soignantes. La biomécanique, voilà autant de concepts, de moyens d'intervention qui ont permis la mise au point de solutions technologiques. Donc nous sommes dans une culture qui continue à se développer grâce au numérique et nous ne sommes pas forcément dans une rupture. Cette relation médecin-ingénieur est quelque chose qui permet d'envisager réellement l'avenir et surtout de pouvoir posséder correctement les technologies dans le cadre de pratiques médicales. Deuxième point important, quand on parle de e-santé, n'oublions pas la médecine, n'oublions pas les professionnels de santé, n'oublions pas les métiers, les pratiques. Et je suis ravi que ce colloque puisse porter là-dessus, puisque nous voyons très largement aujourd'hui, et nous ne sommes qu'en train de refaire ce qui a déjà été fait, mais à travers finalement la culture médicale, aujourd'hui nous trouvons le terreau du développement de la e-santé et de la télémédecine. En particulier, quand on comprend l'art médical et quand on s'intéresse à cela, on sait très bien qu'une des fonctions, par exemple, essentielles, c'est l'écoute. Et dans les années 1819, on a vu apparaître des équipements qui étaient là analogiques. Et aujourd'hui, vous avez exactement les mêmes stéthoscopes en version numérique et qui ont permis de renforcer cette capacité à observer un certain nombre de phénomènes. Si vous aviez besoin d'encore un autre exemple pour pouvoir montrer cette relation forte entre le monde médical, les pratiques et la technologie, nous avons eu à une époque besoin aussi de voir plus précisément ce qui se passait. Et donc, c'est développé, excusez-moi, j'ai un problème avec cette télécommande, c'est développé donc le monde de l'imagerie, de la radiologie, qui là aussi est devenu numérique. Nous avons su digitaliser les capteurs, les sources de données, et nous savons maintenant très largement utiliser des tas d'applications qui permettent d'aller beaucoup plus loin et dans le pilotage des modalités d'imagerie et dans l'interprétation des images que nous avons, qui sont aujourd'hui produites et analysées automatiquement par un certain nombre de dispositifs. Donc vous voyez que cette culture-là, aujourd'hui, c'est une culture qui est historique. Il n'y a pas, finalement, de révolution à ce stade-là liée aux technologies de l'information et de la communication. Les seules révolutions, éventuellement, que nous pourrons pointer viennent un petit peu plus tard sur la façon de refonder la place et le rôle de notre système de santé. Troisième enjeu, l'humanité. Nous avons vu donc la logique, on va dire, technologique à travers le biomédical, la logique sur l'évolution des pratiques largement moteurs du développement technologique au fil des années et du développement de la médecine moderne. Mais nous avons aussi un comportement nouveau qui est renforcé par les technologies de l'information et de la communication et les technologies numériques, mais qui s'inscrit très largement dans l'histoire de l'humanité, qui est le besoin d'autonomie. Excusez-moi, c'est très agaçant d'avoir cette télécommande au ralenti. Comme quoi, nous pouvons être largement empêchés en matière d'autonomie quand il s'agit de vouloir piloter une simple machine. Voilà. Parce que finalement, l'homme, aujourd'hui, a cette volonté de vouloir continuellement fonctionner. Quand nous avons travaillé sur les premiers usages des technologies numériques, et en particulier sur le sujet du vieillissement, nous nous sommes largement intéressés à en quoi ces solutions pouvaient aider, mais aider quoi ? Finalement, aider au fait qu'une personne dite âgée
Son objectif, c'est de continuer à fonctionner. Et si à un moment donné, je peux fonctionner, ça veut dire que je peux rester dans cette société et faire en sorte de pouvoir bénéficier de tous les avantages que procure cette vie humaine. S'adapter, c'est aussi la possibilité, on parlait tout à l'heure de l'homme augmenté, mais à un moment où se jouent des situations de handicap, au niveau de l'audition, au niveau de la vision ou des situations de handicap plus lourdes, mais je vais pouvoir m'adapter, augmenter ma capacité à rester en fonctionnement. Et puis dernier point, essayer de s'améliorer pour pouvoir éviter très largement ce qui peut être évitable. Alors pour ça, l'homme, vous le savez bien, a inventé des tas de choses qui lui permettent très largement d'anticiper, de mettre en œuvre, je dirais, une véritable volonté d'autonomie. La montre en a été un bon exemple. J'ai pris volontairement cet exemple puisque la montre est un objet qui est né, je dirais, au début du XVIIe siècle et qui aujourd'hui trouve encore dans les technologies numériques une révolution et une histoire, puisque c'est très agaçant, je suis désolé. Voilà, puisque vous retrouverez par exemple dans cette diapo, merci, vous retrouverez dans cette diapo, par exemple, toute cette évolution des années 70 où nous avons commencé à avoir nos premières montres numériques, jusqu'à aujourd'hui où nous utilisons ces montres en capacité d'observer des tas de choses et en même temps de nous renvoyer un certain nombre de consignes. Donc vous voyez que cette culture de l'autonomie, cette volonté, je dirais, à essayer d'être dans une conquête de l'autonomie, c'est un moteur important aussi de l'humanité et de faire en sorte que nous puissions envisager d'être mieux grâce à un certain nombre d'outils. Et donc la santé n'échappe pas à cette logique-là. Alors, à travers ces trois positions, le biomédical, l'évolution, je dirais, de l'activité médicale, la quête de l'humanité, on se rend compte qu'on est dans un monde déjà assez complexe. Cette complexité est simplement une réalité. Un petit cliché quand même pour pouvoir aussi donner place à ce que représente ce monde de la e-santé, des objets connectés, le rôle du législateur. Alors lui a eu tendance quand même à essayer de rajouter à la complexité de la complication. Même si cette complication aujourd'hui quand même nous est utile, puisqu'elle a posé au moins, par exemple, un certain nombre de définitions. Mais il est vrai qu'au moment où se jouait l'adoption de cette nouvelle façon de penser, ces nouveaux comportements, bien souvent nous mettons en place des entraves, des difficultés, et qui font que sur certains aspects, ces difficultés peuvent s'entendre, en particulier sur les aspects éthiques, mais sur d'autres, nous sommes en train aujourd'hui de louper peut-être un train qui est largement passé dans la société, puisque nous sommes tous aujourd'hui des adeptes de solutions numériques, et pour autant, nous ne trouvons pas forcément aussi facilement que ça, à travers ces objets, matière à accéder à des services qui soient favorables au premier sujet d'intérêt que nous avons, qui est notre santé, ou en tout cas la santé de nos enfants et de nos parents. Donc cette complication aujourd'hui, elle a donné lieu à des textes. En particulier, je vous invite quand même à aller dans ces textes pour pouvoir trouver des définitions. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale. Et au moment où on écrivait ce décret en 2010 sur la télémédecine, on a repris quelque chose qui fait que historiquement, vous pratiquez de la télémédecine, c'est l'usage du téléphone. Parce que là aussi, quand on parle de technologie, je souhaite quand même rappeler que nous ne parlons pas forcément que de technologie à venir. Nous avons très largement adopté dans le monde de la santé des technologies et la régulation médicale qui se fait aujourd'hui par téléphone depuis de nombreuses années est un moyen de mise en relation formelle permettant d'évaluer une situation, permettant d'engager des moyens, de prendre des décisions. Et donc ce décret de 2010 a permis là aussi de repositionner des activités qui finalement se réalisaient déjà depuis bien longtemps. Dernier aspect, donc on a vu encore une fois le biomédical, la pratique médicale, l'évolution de la société, la place et le rôle du réglementaire, et puis l'économie. Un certain nombre de sociétés se sont très largement engagées, avant même que les feux soient ouverts, dans le développement des usages et de moyens technologiques permettant d'adresser le secteur de la santé. Aujourd'hui, parmi les compétiteurs internationaux, j'entends par là les GAFA, les grandes structures qui trustent le monde de l'Internet, il y a des leaders qui s'expriment comme Apple, Google, dans le domaine de la santé. Mais vous avez aussi une myriade d'entreprises qui amènent des solutions innovantes.
Et nous devons là aussi donner un rendez-vous, un lendemain, je dirais, à ces initiatives, parce que très largement, elles vont participer à la refondation du système de santé. Et c'est une chance de voir une telle diversité s'exprimer dans le monde économique. Alors, finalement, quand on est à peu près d'accord sur le fait qu'on est sur un mouvement naturel et qu'il n'y a rien d'exceptionnel à cette évolution, et comme nous avons pu connaître l'évolution rendue possible grâce à l'électricité ou l'évolution rendue possible grâce à la maîtrise des matériaux, nous sommes en droit de nous interroger pour dire finalement, cette logique-là, qui est avant tout issue de la pratique des professionnels, à quoi ça sert? Ça sert à faire mieux. Et le défi qui a été le mien quand je coordonnais en France le travail du Centre national de référence santé à domicile et autonomie, ça a justement été de faire oublier cet aspect technologique. Mais par contre, de revenir à une vraie question, quels sont les problèmes que nous voulons résoudre? Y a-t-il des domaines où nous voulons faire mieux? Parce que très honnêtement, si nous ne posons pas cette question, il y a peu d'intérêt à ce développement technologique. Du reste, le train est passé, les Français sont largement équipés. Je vous passe sur les chiffres qui sont en milliards quand on parle de téléphone mobile. Je vous passe sur tous les chiffres qui démontrent qu'au quotidien, nous utilisons ces solutions. Mais par contre, l'enjeu aujourd'hui, et ce que nous avons encore besoin de créer ensemble, c'est de dire là, demain, ce domaine-là, nous voulons faire mieux. Je ne parle pas forcément d'éradiquer. Je ne suis pas sûr que éradiquer soit le meilleur moyen, je dirais, pour pouvoir garantir l'évolution de l'espèce. Mais par contre, je m'intéresse réellement à dire, mais quel est le défi que nous voulons relever demain? Quels sont les défis que vous avez besoin de traiter au vu, par exemple, de cette actualité heureuse qui est l'allongement de la vie? Comment pouvons-nous refonder les activités des professionnels de santé grâce à ces outils-là et permettre un meilleur service rendu à la population et permettre aussi de travailler dans de meilleures conditions? Voilà les vraies questions qui doivent être aujourd'hui débattues en matière de promotion des technologies numériques pour le secteur de la santé. Alors le premier point qui, moi, me semble important, en tout cas j'y ai consacré quelques années de ma vie à travers une thèse, c'est de faire en sorte que nous n'en soyons pas toujours à la situation de réagir au moment où la demande se présente. Je prends souvent cet exemple, et certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais moi, si on me disait « Monsieur Maléa, vous prenez souvent l'avion, et sachez que cet avion, on ne le répare que quand il tombe », je vous avoue que je ne serais pas très en confiance. Et je pense même que je modifierais très largement mon comportement et je ne prendrais plus l'avion. Là, nous sommes dans la même situation, c'est que bon nombre de situations en matière de santé s'expriment au moment où le besoin se transforme en demande. Ce que nous avons comme possibilité à travers la généralisation du numérique dans la population et en population générale, c'est la possibilité d'entendre précocement des besoins qui augmentent et d'essayer d'analyser les situations de vie de telle façon que le besoin ne rencontre pas forcément, cette vulnérabilité ne rencontre pas forcément l'aléa qui va faire que cela va se transformer en demande. Donc nous avons de quoi largement construire, avec les professionnels de santé, une médecine, des pratiques soignantes qui permettront d'aller vers réellement de la prévention. Même si nous avons la meilleure orthopédie du monde, il est toujours malheureux de devoir en passer par un traitement de type prothèse totale de hanche ou autre moyen pour pouvoir résorber cette espèce de pandémie que nous avons de fracture du col du fémur à certains âges de la vie. L'idéal étant quand même très largement d'éviter cet accident. Et nous pouvons écouter précocement des problématiques comme la fonte musculaire chez la personne âgée, comme un certain nombre d'aspects qui vont conduire très rapidement, malheureusement, à cette situation qui est la chute. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je ne dis pas que les technologies savent résoudre ça, je ne le pense pas. Mais je pense que les professionnels de santé, dotés de ces moyens nouveaux d'observation, peuvent largement inciter et intervenir de telle façon que nous puissions réduire de façon significative ces aspects qui sont aujourd'hui les seuls moments où ce patient va rencontrer un professionnel, malheureusement en période de crise, parce que le besoin s'est transformé en demande. Je pourrais vous prendre un autre exemple, j'en parlais avec un monsieur à côté de moi tout à l'heure. Je travaille depuis des années sur ce que nous donnons le plus facilement en numérique, notre voix. Nous sommes depuis 4-5 générations habitués à parler à ces boîtes. La qualité, le progrès technologique sur l'analyse de la voix, le traitement de la voix, nous permet très largement de pouvoir entendre des tas de choses.
Alors c'est rigolo parce qu'au moment où on s'intéresse aux maladies dites silencieuses, on a la capacité d'écouter des évolutions précoces de l'état de santé. Et donc, si je donne un échantillon de voix quasiment tous les jours à cette boîte, je pourrais espérer avoir aujourd'hui des évaluations précoces de situations qui peuvent être graves. Je vous donne un exemple, la déglutition de la personne âgée, la possibilité d'entendre ce que les orthophonistes connaissent bien, la voix mouillée, et faire en sorte de ne pas attendre la pneumopathie aux urgences, mais plutôt d'essayer de rentrer dans une médecine beaucoup plus préventive et beaucoup plus adaptée aux enjeux de l'âge. L'autre exemple que nous pouvons prendre en disant « Pourquoi voulons-nous faire mieux ?» c'est l'accès en général. Quand j'ai commencé avec Jean-Jacques Romaté à travailler sur des sujets de santé publique, j'avais ressorti des publications qui montraient que suivant qui l'on est, où on habite, ses origines, ses moyens financiers, le fait d'avoir ou pas dans ses relations proches un médecin, nous n'avions pas du tout la même espérance de vie. À l'époque, des publications anglo-saxonnes montraient qu'on pouvait avoir un écart de vie de 7 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons essayer de plébisciter, en tout cas au vu de la généralisation de l'usage de ces technologies en population, le fait que la porte que mon père s'était habitué à pousser au moment où il avait besoin de rencontrer un professionnel de santé puisse être cette porte-là. Voilà la nouvelle porte que j'ai envie de pousser. En tout cas, les générations futures pousseront peut-être beaucoup plus facilement cette porte-là, et peut-être que dans un certain nombre d'endroits, ça sera la seule porte qui restera disponible. Donc nous avons aussi à réfléchir à ces aspects-là. Alors, il va falloir y aller. C'est pas simple. Et du reste, la première priorité qui reste aujourd'hui une priorité militante, c'est que pour pouvoir y aller, il faut pouvoir garantir aux professionnels de santé les moyens de pouvoir vivre dans ce nouveau monde. Et donc, je ne développerai pas aujourd'hui un sujet majeur du développement de la e-santé, des objets connectés et de la télémédecine qui est son financement, mais je tiens à surtout vous montrer que nous avons besoin d'y aller parce que se joue aujourd'hui, finalement, cette nouvelle approche. Ce n'est pas qu'un usage technologique. Derrière, nous sommes en train de refonder les connaissances. Nous voyons bien que même à travers des sujets que nous maîtrisons depuis des dizaines d'années, l'apport des technologies de l'information et de la communication dans leur capacité à entendre précocement un certain nombre de signaux faibles ou en permettant des interventions nouvelles qui ne sont pas les interventions que nous connaissons traditionnellement dans le colloque singulier, nous donne la possibilité de pouvoir envisager un tout autre système de santé. Et j'ai eu la chance en tant qu'ingénieur très tôt de pouvoir aller à la rencontre du monde médical. Quel monde fabuleux! Et ce monde-là se doit de posséder complètement les clés, je dirais, qui doivent lui permettre de faire évoluer les connaissances en fonction de ce que permet aujourd'hui ce monde du numérique. Vous n'êtes pas là pour devenir les prescripteurs de technologies de l'information et de la communication, mais vous êtes là aujourd'hui pour réinventer des modes nouveaux d'intervention, d'observation, et qui doivent permettre de faire mieux. Prenez un sujet qui aujourd'hui est largement, je dirais, présent dans vos activités, comme l'insuffisance cardiaque, nous avons très largement la possibilité de pouvoir intervenir autrement sur ce type de patient. Et donc nous devons aujourd'hui, dans une société contemporaine, d'envisager réellement ces possibilités-là. Et la compétition qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de prescription des technologies, mais c'est le fait de continuer à rester des metteurs au point de ces nouvelles façons d'intervenir dans le domaine de la santé. Alors voilà, donc le pari que nous faisons aujourd'hui, en ayant cette journée de travail, et puis sûrement en continuant, je dirais, cette réflexion-là, c'est de redesigner ce médecin. Un médecin de San Diego, le docteur Eric Topol, parle de destruction créative du secteur de la santé. Mais c'est vrai que si vous venez sur le sujet des connaissances, nous avons très largement besoin de refonder, je dirais, le socle, le dogme de la médecine, le dogme soignant, au vu de ce que permet très largement cette transformation. Un point sur lequel je souhaite attirer en conclusion votre regard, c'est que tout n'est pas rose dans ce monde des technologies. Et il y a un sujet qui me semble important, c'est la normativité. Finalement, nous sommes des milliards à utiliser ces solutions et on pourrait tous croire que ce que nous avons dans notre iPhone nous amène à une situation personnalisée. Or, derrière tous ces process se cache quand même une notion d'uniformisation. Enfin, on va complètement formater et uniformiser, je dirais, un certain nombre de comportements. Et là, je crois que nous avons là
besoin d'être présent aux côtés des patients, besoin d'être présent aux côtés des professionnels pour garder quand même une logique de diversité et pas rentrer dans un monde totalement standardisé, quoi. Pardon, excusez-moi, je termine. Voilà de quoi nous devons parler. Et je tiens à terminer mon propos, et ça sera vraiment ma dernière diapo, sur la nécessité de la rencontre. Nous ne pouvons pas en rester à une vision très stéréotypée des technologies. C'est pour ça que j'ai voulu parler, par exemple, du biomédical, où depuis bien longtemps, les médecins ne sont pas aujourd'hui ce que l'on a voulu décrire, mais très largement des promoteurs d'innovation technologique, et se sont emparés très tôt du progrès technologique. Mais nous nous rendons compte que nous avons besoin de nous rencontrer. Il y a des lieux pour ça dans le monde, qui est celui, par exemple, des technologies de l'information et de la communication, à San Francisco, à San Diego. On voit apparaître des lieux qui permettent cette rencontre. Quand on parle d'open innovation, c'est un enjeu majeur que de pouvoir se rencontrer, se confronter, tester, toucher, et essayer de faire en sorte, entre autres, de déshabiller ce monde vécu à travers des mots comme la e-santé, les objets connectés, pour revenir à des fondamentaux qui sont « qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Et en particulier parce que nous sommes toujours en 2015 et en 2020 à l'aube d'un risque qui est que quand on parle de certains sujets, on a vite fait d'être plutôt dans l'obscurité que dans la lumière. Et je ne vous cache pas mon inquiétude sur le fait que ce que je souhaiterais en France, c'est plutôt que d'avoir une politique de promotion des technologies numériques, nous ayons une ambition nouvelle en matière de système de santé, en matière de pratiques soignantes, grâce à ces technologies. Et je crois que le jour est vraiment venu de redonner la place et la parole aux patients et aux professionnels de santé pour pouvoir dire clairement ce que nous voulons en matière d'amélioration du service qui nous est rendu. Merci.